Le sprinkler. Hey, bonjour tout le monde. De retour en studio. Ben oui. Ça fait du bien. Bonjour. Puis on commence différemment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai volontairement pas dit salut Eric. Je vous ai salué, cher auditeur. Content que vous soyez là. J'espère que vous allez avoir autant de fun que nous parce que ça paraît peut-être pas, mais ça fait comme 10 minutes qu'on dit des niaiseries puis c'est déjà parti pas pire. Je suis tellement comme... Eric est gelé, je sais pas ce qui s'est passé. Par l'intro que je sais même pas comment commencer. Ça va bien, Mathieu? Oui, moi ça va bien. Oui. Je suis content de revenir puis de rencontrer notre invité qu'on a sciemment pas encore introduit, mais qu'on regarde quand même. Ça se peut qu'on soit un peu rouillé. Ben, c'est un peu ça l'idée d'un podcast. Hein. Ça suit pas nécessairement toujours une ligne droite. Ben, le dernier enregistrement qu'on a fait, c'est l'Agito au mois d'avril. Au mois de novembre. Au mois de novembre, oui. Si tu veux. Nous sommes le mois d'avril. au mois de novembre. Oui, on a accumulé une bonne banque d'enregistrements. Et puis, on a pris la décision de les publier une fois par mois. Les séparer. Puisque le contexte faisait en sorte que moi, je commençais une nouvelle job. Je me disais, ça va être quoi mon niveau d'occupation? Puis, comme de fait. Quand on dit ça, job à temps plein, on n'y est pas. Hein, c'est pas une blague. Avoir plusieurs petits mandats, c'est pas la même chose qu'un gros. Ouais, j'ai pas mon jeudi après-midi pour commencer à faire un peu d'édition puis whatever. Mais l'avantage, c'est que là, comme c'est pas dans le cadre de l'Agile Tour, on fait un format un petit peu plus gros. On risque de déborder un petit peu, creuser un petit peu plus le sujet, puis ça risque ce sera pas un épisode de 30 minutes. Là. On s'en ligne vers quelque chose de long. Là. Surtout qu'à l'Agile Tour, on manquait d'espace de stockage. On disait, on cote après une demi-heure. Mais j'avoue, pour l'édition, c'est cool. Oui, ça va plus vite. Des podcasts d'une heure et demie. Le son ne suit plus l'image. Tu dois resynchroniser. D'ailleurs, t'as-tu fait un clap? Oui. OK, parfait. Tu l'as pas entendu? Mon cerveau a la faculté d'oublier. Je te jure que... J'ai confiance en toi. Je te jure que oui. Hey, ça fait-tu assez longtemps qu'on parle entre nous puis il faudrait qu'on introduise l'invité? Non, on va continuer. OK, cool. Salut Francis, comment vas-tu? Salut, enchanté d'être ici. Content de te rencontrer. Parle-moi de ta pin, Francis. Love more. Hate less. Ah, c'est même pas hateless, c'est juste love more. Qui veut dire que ça vient d'où? C'est quoi? Ça, c'est c'était je faisais un atelier, un workshop. En fait, c'était un programme de 6 mois en facilitation de groupe. OK. Puis au dernier, il y avait 3 retraites, si tu veux. Puis à la dernière retraite, une des participantes qui venait de Toronto avait amené ces pins-là pour tout le monde. Okay. Puis ça, en fait, cette pin-là, c'est une œuvre d'art d'une artiste de Toronto. OK. Qu'elle a mis sur un macaron. Okay. Tu peux même le montrer à la caméra 2 secondes parce que dans ton angle. Qui sera disponible sur le site web du Sprinkler. Cherchez le site web du Sprinkler. On va avoir de la merch. si vous trouvez le site web du Sprinkler, mais ça ne sera pas le podcast, ça va être autre chose. Dites-nous-le parce qu'il existe pas. Bref, c'est sorti dans cette retraite-là. C'est ça. Puis c'est comme un principe ou une affirmation. J'aimais le design, le design est beau, puis le message est comme essentiel. C'est quand même libre. Il va avec ce veston-là. C'est sa résidence permanente. Exactement. C'est sa résidence permanente. Est-ce que tu as intégré l'AI dans la pin ou pas? Tu cliques dessus? Ah, ça, c'est un secret d'État. C'est quoi la pin qui est AI? L'OpenAI qui s'en vient. Humanity, quelque chose de genre? Là, ou... Oui, ils vont sortir leur pin. Je vais vous comment ça s'appelle. Écoute, on a invité Francis. Pourquoi parce donc? On s'est dit qu'on va prendre étant donné que c'est notre premier enregistrement depuis le mois de novembre. Et on a tout passé l'hiver. On s'est dit on va prendre un sujet facile. Ça commence bien. Juste pour se réchauffer un petit peu. Et on va donc parler de culture et de scaling de culture. C'est déjà compliqué la culture, puis là tu veux la scaler en plus. Ouais. Puis tu as commencé ton intro avec un sujet facile. On va avoir un release culture engineer. Ah, nice! C'est ça que ça prend. Un RCE. Un culture owner. Un culture owner. Oui, là, ça peut être... Attends un peu, là. Je serais curieux de connaître l'opinion de Francis sur le culture owner. Je sais pas. Je dirais pas, j'appellerais pas ça un owner. Pour moi, c'est plus un culture steward. Ah, déjà. Un steward. Ou un chief garden officer. OK. Tu niaises ou t'es sérieux? À moitié-moitié. On pense ça comment? Tu vas faire une petite mise en situation, je pense. Tu avais une petite idée là, en conduisant ta voiture, pris dans le trafic tantôt sous la pluie, le stress dans le tapis. Ouais. Là, ça t'a dit, pling, on va connecter des neurones. Mais c'est le fun des fois de mettre faire une mise en situation puis y revenir une fois de temps en temps juste pour parce qu'à un moment donné on peut partir dans un niveau d'abstraction quand même assez folle et la mise en situation permet de ramener les choses down to earth. C'est un ground. Se grounder en bon français. Ça va-tu? Oui. Tout à fait.
Et puis, quand Mathieu regarde le panneau de son, moi, je me mets à capoter un petit peu. C'est moi qui regarde Moi, le il feedback. m'avertit que c'est qui ferait ça. Il y a plusieurs enjeux aujourd'hui. OK, un retour dans le temps un petit peu. Dans le bon vieux temps, ou dans le temps, je dirais pas le bon, Jadis mais dans naguère. le temps. Jadis naguère. Souvent, c'était les équipes de développement. Parlons de développement logiciel. Les équipes de développement logiciel. Cela dit, si vous n'êtes pas en développement logiciel, c'est pas grave. Vous pouvez facilement faire des parallèles avec votre équipe de marketing, votre équipe de vente, votre équipe de RH, peu importe. Mais gardons l'idée des équipes de développement logiciel. Dans le temps, il y a quelqu'un qui a amené un livre de Ken Beck, Extreme Programming, puis il disait à la gang, hey, on essaie tout ça, du pair programming, puis du XP, du test first, puis des choses, puis on essayait ça. La direction en avait rien à foutre. Ils comprenaient même pas ce qu'il y avait dans ce livre-là. Puis c'était cool. L'adhésion était très forte parce que C'était grassroots, en fait. C'était grassroots, puis il veut pas qu'assaillir de toi-même, mais ton ownership, ton sentiment de responsabilité est beaucoup plus élevé que de simplement être imputable de mettre en place quelque chose d'autre. Scrum est devenu populaire un peu plus tard. Scrum est plus vieux que XP, là, mais Scrum est devenu populaire un peu plus tard. Mais c'était quand même des équipes qui ont... Ça fait le coup d'avoir la paix pendant 2 semaines dans un... Qui appelle ça un sprint. Puis on peut coder pendant 2 semaines puis atteindre un objectif de sprint puis tralala. Un petit peu plus tard, c'était devenu encore plus populaire. Puis là, à un moment donné, c'est la direction. C'est ça en ce moment. Là. Il y a eu un genre de flip. La direction commençait à dire, et les équipes, vous devez travailler en Scrum. Pourquoi, on ne sait pas, mais vous devez travailler en Scrum. Puis l'équipe elle-même, elle disait, on ne sait pas nous autres non plus, mais on va faire des daily Scrum, on va se tenir debout, puis on va faire du reporting pendant 15 minutes, puis je sais pas pourquoi. C'est l'ère du début des transformations agiles. Ouais, si tu veux. On arrive à quelque part, puis on installe l'agilité parce que quelqu'un l'a demandé. Malgré tout ça, les équipes essayaient de fonctionner avec une espèce de microculture de collaboration. Je peux faire référence à William Schneider qui divise les cultures en 4 cadrans. Puis toutefois, ces équipes-là seront pognées dans une culture dominante de contrôle, habituellement. Je parle de grandes organisations, je parle pas de PME et compagnie. Là. Je parle des banques, compagnies d'assurance et autres. Et c'est là que les équipes atteignent un certain un plafond de verre. Mm-hmm. Les choses avancent pas comme ils voudraient, les choses évoluent pas comme ils voudraient, puis ils ne savent même pas ce qu'ils savent pas, là. Et je me disais, c'est peut-être l'occasion avec toi, Francis, d'explorer tout ça sous différents angles, sous l'angle que tu m'as bien dit, bien partagé, le scaling, culture scaling ou scaling of the culture, comment tu l'as nommé? Anglais, français. Ça serait en fait ouais, ce serait scaling culture. C'est comme ça que je l'ai. Scaling culture? Scaling culture. Ou la culture à l'échelle? Ouais. Ou la culture des échelles? Ouais. T'arroses des échelles, ils deviennent plus grosses. Scaling culture. Scaling culture. Fait que c'est un terme qu'on va répéter à travers notre conversation. Fait que donc, explorer tout ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un décalage entre les cultures locales, les petites équipes à gauche à droite, qui avec une culture de contrôle, et souvent si les sous-cultures ne nourrissent pas l'ours, qui est la culture dominante, mais l'ours va manger la culture de collaboration et les équipes. Et à ce moment-là, ça va rester Scrum. Ils vont encore appeler ça du Scrum, mais ça sera plus Scrum. Là. Ça va être autre chose. Scrumbot. Scrumbot ou Zombie Scrum. Le PO va être un gestionnaire de backlog. Le Scrum Master va être le pruneau de notes. Ouais. Mais il va faire des super beaux speedboats pendant la rétro. C'est quand même, au moins ça. C'est du sarcasme, les amis, si vous ne voyez pas la face, si vous êtes en audio. Et les équipiers, les autres, ils vont rester dans leur silo à eux, dans leur spécialisation à eux. Et puis, l'objectif de sprint va être de compléter les 22 stories, qui sont pas sous forme de stories, sont sous forme d'items techniques. Mais qui sont dans un item stories dans Jira ou dans je sais pas quoi, même si... Ouais, t'as pas le choix. Faut que tu nommes ça Jira, sinon t'es fait. Fait que voilà, c'est le bordel à l'air. Fait que ce soir, on va tout décortiquer ça, fait qu'on va sauver le monde. Ouais. OK, j'ai appelé ma blonde tout de suite pour dire que je rentrerai pas couché, puis finalement que le podcast va durer 12 heures, mais c'est correct. Un peu. Fait qu'on peut commencer ça quand même assez simple. Ta définition de culture ou de culture organisationnelle, Francis? Ah oui. Moi, ce que j'aime, c'est comme une définition de la culture que j'aime,
c'est pas la culture, c'est ce qui reste quand tu as tout oublié. Mm-hmm. Fait que c'est comme pour moi, la culture, c'est comme le terreau dans lequel toutes les choses émergent. C'est-à-dire que si tu as tous les problèmes, tout ce que tu vois là, dans ton organisation, ça pousse de la culture. Tu sais, culture, j'aime la métaphore aussi de l'agriculture. Là. C'est comme l'agriculture, la culture, c'est ce qui permet aux choses de pousser, donc c'est comme une approche un peu organique. OK. Mais il y a d'autres définitions un peu plus techniques. Là, c'est comme une qui n'est pas pire aussi, c'est comme c'est ce que tu tolères, puis ce que tu encourages, là, comme les deux. Ce que les gens font quand personne ne regarde. Ça, c'est exactement. C'est ça. Fait que ça, moi, j'ai un background, j'ai étudié en sociologie. Là, fait que, OK. C'est à l'université. Hey, j'ai étudié en psychosociologie. Fait que la culture, puis ça, si je me rappelle de mon cours sociologie de la culture. L'ingénieur avec sa petite bague. Continue à jaser, je vais aller faire des affaires rationnelles. De gooey stuff. Fait que c'est ça. Puis quand j'ai fait... moi, j'ai étudié en sociaux, mais j'ai tout le temps travaillé en informatique. Okay. Sur le tas, là, je travaillais dans le logiciel libre, c'est là que j'ai tout fait mes écoles. Puis quand je suis devenu manager, beaucoup plus tard, c'est là comme mon background de sociologie comme un revenu. C'est comme OK, oui, je peux appliquer. Il y a des humains qui travaillent avec moi, puis c'est un peu ça la sociologie. Là, c'est là que tu dis Jerry Weinberg avait raison. It's always a people problem. It's always a people problem. Ouais. OK. Ça te va comme définition au high level de culture? Allons-y. Quand tu as parti ça, moi, c'était pas une définition, mais quand tu as posé ta question, la première chose qui m'a popé à l'esprit, c'est je ne sais même pas si c'est une citation ou juste une quote, là, c'est la culture mange toutes les stratégies pour déjeuner, ouais. quelque chose comme ça. Là, je la tords un peu. Drucker, je pense. Oui. Je crois. Mais c'est la première chose qui m'est venue, puis c'est vrai quand même. Là. Yeah. Culture always eats strategy for breakfast. Yeah, for sure. Ouais. Mais dans ton exemple, tu sais, c'est comme là, il y a comme justement des plusieurs cultures. Plusieurs cultures, tu sais, puis c'est comme une culture, ça a en fait, on est au Québec, la culture, il y en a déjà plusieurs. Il y a un territoire, l'aspect lié au territoire est important. Puis dans une organisation aussi, parce que la culture va souvent, c'est comme tu peux avoir certains principes ou des choses qui fonctionnent à l'ensemble de l'entreprise, mais là, dans les départements, les équipes, tu peux avoir comme d'autres choses. Il y a comme une cellule, tu as comme une cellule d'autonomie, puis à l'intérieur de ça, tu peux développer une culture différente. Puis là, les articulations, c'est un peu comme les problèmes interculturels qu'il y a dans les sociétés, des trucs comme ça, mais ça, c'est à la micro-échelle de l'entreprise. Échelle d'équipe ou de département ou des trucs comme ça. Puis quand il y a des acquisitions, ça, c'est tout le temps aussi. On pourrait le parquer. C'est différent. Entrechoquer deux cultures, macro et micro, let's go. Mais oui, acquisition, c'est quand même pas mal. Beaucoup de défis à intégrer les cultures. Je pense que c'est souvent sous-estimé tout le temps. La complexité. Acquisition, mais même au quotidien, là, ce sont des très bons pour faire des plans, monter des trucs, mais l'impact ou le fait de faire évoluer la culture, c'est constamment sous-estimé. Là, par moi le premier. On va se mettre un peu dans la peau du gestionnaire. Donc, il y a une ou plusieurs équipes Scrum qui tentent de travailler en mode collaboratif. Veux-tu que je joue le Crash Test Dummy? Je suis souvent bon là-dedans. On va là si c'est utile. Okay. Je sais pas. J'avais pas prévu ça, mais ça pourrait. Si ça émerge, ça émergera. C'est bon. Et alors, quel est le rôle du gestionnaire, du middle manager, souvent connu sous le nom de Frozen Middle? Aucune réaction à voir si tu partages ou pas. Aujourd'hui, dans le temps, je disais souvent Frozen Middle. J'hésitais même pas. Aujourd'hui, j'ai tellement d'empathie pour ces gens-là. C'est pas eux autres. C'est eux qui sont pognés entre l'arbre et l'écorce continuellement. C'est un méchant défi. Alors, toi, ta perspective, Francis, quel est le rôle du manager / middle manager dans un contexte où il a comme 8, 9, 10 équipes Scrum et qui doit continuer à faire de la reddition de compte, la conformité, sécurité et toutes les inimaginables.
il fait quoi? Il arrive lundi matin, puis après qu'il est sorti de sa position fétale, avant d'aller travailler le matin, qu'est-ce qu'il doit faire? Ou qu'est-ce qu'elle doit faire? Ouais, mais en fait, si ils sont dans leur position fétale, il faudrait probablement qu'ils se trouvent une autre job. un bon psychologue, un bon psychiatre. C'est un smell, hein? C'est un smell. C'est un smell. Mais, et pourtant. Puis je suis d'accord avec toi, parce que moi j'aime beaucoup le modèle c'est Esther Derby qui a dans les modèles d'organisation. Je pense pas que c'est de elle, mais il y a comme 3 couches, le steering, enablement, puis c'est M-making. Okay. C'est comme, donc, c'est des équipes Scrum, c'est ceux qui font le produit, ces choses comme ça. Dans le M. La haute direction, le steering, ça, c'est comme la stratégie, le cadre, les grands principes. Puis le middle management, c'est l'enablement. C'est d'articuler les principes, les politiques avec les makers. Puis de faire tout surface. Rendre visible, tout ça. Rendre visible, merci. Amener à la surface. Les problèmes du terrain, des trucs comme ça pour OK, on voit là, il y a les clients, il y a tel problème, il faut qu'on change, on a besoin de budget pour ça, des trucs comme ça. Fait que ça, le rôle de ce gestionnaire-là, de ton frozen middle, c'est un rôle super important qui est sous-évalué, particulièrement dans ce contexte économique-ci, là, où tu sais, comme quand il y a dans des grosses organisations, quand tu fais des layoffs, tu fermes des produits qui sont plus, mais aussi quand tu veux couper des postes, souvent c'est dans le middle manager, là, où tu te ramasses avec des idées comme un manager un gestionnaire 8-9 équipes, justement. Là. Il va passer à 12 ou comme t'augmentes ton ratio. Ils sont auto-organisés, c'est correct. C'est facile. Si c'était ça. Si c'était ça. Ah, c'est pas de même. OK, excuse. Si je prends le middle manager de Eric, puis justement, il y a 8-9 équipes avec lui, puis il sort de sa position fétale, puis il fait, il t'écoute là, dans le podcast, puis il fait, oui, la culture, c'est important que je m'intéresse à ça. Comment il fait pour l'observer, cette culture-là? Il se dit, faut que je m'y intéresse. Puis est-ce qu'il doit l'observer? C'est ça? C'est-tu la première étape? Oui. C'est une bonne question. Une question plus large. Qu'est-ce qu'il fait? De casser. De casser. Notre question préférée. Oui, tu sais, c'est comme... Puis tu l'observes comment? Tu l'observes dans les interactions, Puis tu as tout le temps comme une culture formelle puis la culture informelle. La culture est tout le temps informelle, là, surtout dans ma première définition, mais c'est utile de la formaliser, c'est-à-dire de l'expliciter, de c'est quoi les principes, c'est quoi les valeurs qu'on a pour parce que ça permet de naviguer, de voir est-ce qu'on les vit, est-ce que c'est juste des valeurs aspirationnelles ou c'est des valeurs qui sont vécues. Ouais, c'est un beau screensaver, mais... C'est ça. Ouais. Ça, c'est pas utile. Ça peut être utile mais il faut absolument être clair que c'est une aspiration. Parce que si tu essaies de passer comme c'est aspiration, tout le monde le voit. Là, innovation, mais failure is not an option. Ouais. C'est souvent ça, c'est imprimé à la sortie de l'ascenseur parce que c'est nos valeurs. Transparence. Ce qui est difficile du middle dans cette position-là, c'est que, comme tu as dit, comme t'es à cheval entre différentes... Surtout dans une équipe où tu as des équipes Scrum qui veulent être plus en mode collaboration, puis c'est pas nécessairement une valeur de la haute direction ou de l'entreprise comme telle. Mais c'est une valeur nommée, mais les comportements sont en contradiction. Oui, tout à fait. Parce qu'ils veulent bien paraître là, dans les rapports annuels, à la télévision. Ils veulent que ce soit innovant. Courageux et tous les buzzwords inclusifs. Il n'y a personne contre la tarte aux pommes. Là, tout le monde veut ça. Mais quand il y a le temps de payer le prix de l'innovation, c'est pas tout le monde, qui est prêt à le faire. Fait que cette position-là est très difficile. Parce que c'est comme... Quelle position qui est difficile? Dans le milieu. Dans le milieu, le gestionnaire. Parce que il n'y a pas... Cette personne-là n'est pas dans une position pour imposer un changement de direction au niveau de la grande entreprise. C'est comme un travail d'influence dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Puis ça, c'est une technique à développer, parce que c'est super important d'être en contact entre les deux niveaux. Puis c'est pour ça que quand je disais la position fétale, on a fait une farce, mais c'est effectivement, si on est dans une position d'un sentiment d'impuissance, on n'est pas à la bonne place. Ou c'est parce qu'on n'a pas les capacités
qui vous développez ou c'est le temps de changer de contexte. D'environnement. Impuissant, mais en même temps imputable. Ça c'est le burn-out assuré. Oui. T'es imputable de faire avancer quelque chose, mais le rocher qui t'empêche d'avancer, c'est hors de ton contrôle à 100%. Un des motifs, j'ai vraiment de la misère avec le... Tu peux y aller en anglais. On va traduire. Failure mode. Un des failure mode. C'est la même chose en français. Le failure mode. Le failure mode. Un des failure mode. Ça marche. Failure mode. C'est international comme ça. C'est justement un gestionnaire qui peut pas articuler puis comme de faire de posséder le message qui est censé relayer. C'est comme c'est se mettre dans une, c'est comme il faut y croire. Sinon l'équipe elle y croira pas, puis il y a rien de pire. OK, on fait ça parce que la haute direction, ça renforce le clivage entre les deux unités. Là, c'est comme la courroie de transmission quand exactement, tu fais ça. T'es un pas sous de plat. C'est ça. À la limite, tu craches dans la soupe au fur et à mesure qu'elle passe. Tout à fait, parce que d'une certaine manière, tu dénaturer ce message-là. Tu le l'invalide, tu le slash. OK, ouais. OK. Moi, je suis gestionnaire dans le middle management. Honnêtement, je sais pas quoi faire encore. C'est pas clair pour moi qu'est-ce que je peux. Il est mercredi, là. Je vois clairement qu'il y a un problème. Il y a des... Je veux que mes équipes puissent s'épanouir. On a fait la formation XYZ. On a même invité Esther Derby pour qu'elle nous présente comment faire des rétrospectives en 5 phases. Puis je veux que les équipes ont les points d'action, que ce soit local ou systémique. Mais les enjeux systémiques, l'équipe peut rien faire. Moi, je peux rien faire. Du moins, je pense que c'est hors de ma zone de contrôle. Je pense que c'est hors de ma zone d'influence. Je pense que c'est hors de ma zone de préoccupation. Mais c'est juste dans ma zone de préoccupation, puis je peux rien faire. Mais qu'en réalité, c'est peut-être autre chose. Tout à fait. OK, mercredi matin, l'équipe me dit, on a besoin de ça et ça pour qu'on puisse livrer de la valeur de façon plus efficace, plus efficiente. Le gestionnaire fait quoi? Il y a 2 choses à faire. 2? Juste 2, c'est pas pire. Non, en fait, ça, je peux mentionner. Il n'y a pas 2 choses à faire. Il y a plus que 2 choses à faire. Okay. Il y a comme 2 axes ou 2 dimensions à travailler. I knew there was a trick. Il y a un trick. Il y a la dimension locale. Donc, c'est quoi qui est dans la sphère de contrôle de mes équipes? Puis, ce qu'on peut pas nécessairement comme refaire le système d'évaluation de performance ou on peut pas, mais il y a peut-être d'autres choses qu'on peut faire. Donc, explorer notre zone d'autonomie, tu sais. C'est comme, puis ça, c'est dans le workshop que je fais un atelier avec Esther, on fait en ligne sur les Art of System Observation. C'est comme développer une vision justement systémique, holistique et systémique des problèmes. Puis une fois qu'on a trouvé c'est tous les éléments, ben là, quels éléments sont sous notre contrôle? Puis c'est quoi l'affaire un peu, justement, c'est un principe de l'agile, c'est quoi l'affaire la plus simple qu'on peut essayer pour faire un impact? Parce que souvent, c'est comme, tu as tout le temps des gros problèmes, mais dans un système, tu sais, il y a pas un facteur. Les facteurs sont multiples. Puis, quand tu t'en joues un, ben là, ça a un effet sur l'autre. C'est comme, t'as des effets boule de neige. Fait que des petits changements peuvent amener des gros changements à terme. En anglais, on dit unanticipated circumstances. Oui, mais en fait, c'est comme... Unexpected circumstances, excuse-moi. Puis, c'est comme effet boule de neige, d'une certaine manière. Fait que dans ce cas-là, c'est comme, OK, un exemple, par contre, c'est comme ça, c'est Esther qui l'avait dans tu sais, comme pour on veut un environnement plus inclusif. Il y a des femmes qui allaitent. On peut pas, tu sais, on n'a pas l'espace, le real estate et pas des nursing facilities. Ce soir est un podcast bilingue. C'est correct. Pas nursing, là, je pense. Mais bon. Nos 4 auditeurs français. Les Français, ils comprennent mieux comprendre, c'est correct. Oui, on plus anglicisme que nous. Mais sauf que, tu sais, on peut, dans une de ces équipes, ils ont comme
condamné une salle de conférence, mis du tape dessus, puis bon, ben là, regarde, c'est notre salle d'allaitement pour les 3 prochains mois. Là, ça, c'est intéressant. Tu étais dans l'axe de qu'est-ce que l'équipe Exactement. peut faire directement. On peut se retourner, on se met entre nous, rétro, peu importe comment c'est fait, puis dire, hey, la gang, ça vous dérange-tu? Tous les après-midi, cette salle de réunion-là sert pour nos 3 team members qui ont un bébé qui allait. Exactement. That's it, on n'a pas besoin de demander la permission à personne, puis on fait juste le faire entre nous. C'est ça. Puis on leur fait faire du JavaScript. Pendant qu'il allait. Le bébé, je parle. Ah, le bébé. Ah oui. Au berceau. Puis après une vite. Start him young. Fait que ça, c'est la dimension locale, c'est la première dimension. Ouais. Puis on sous-estime énormément ce qui est possible dans cette affaire-là. Oui, puis Esther Derby, là, quand il est venu au podcast, s'il y a bien une chose que je retiens, c'est que le local optimization, c'est correct. C'est pas le diable. Parce que souvent, on dit, les system thinking, là, l'optimisation locale peut nuire au système. Ça peut être vrai, ça peut être tout à fait vrai. Mais empêche pas de faire des petites optimisations qui vont rendre les gens plus heureux, plus efficaces, capables de produire. Ce qui est magnifique, c'est qu'il y a plein de petites optimisations locales, même s'ils se disent entre elles, ils vont finir par se balancer et s'optimiser. ça va devenir un système. Plus important, c'est que ces succès-là locaux peuvent devenir des sources d'inspiration. Puis ça, c'est important pour la deuxième dimension. Okay. La deuxième dimension, c'est les effets visuels. Je flashais les lumières, mais il y a comme trop de lumière dans la salle. C'est pour un middle, mettons, gestionnaire. Gestionnaire de notre équipe, là, avec eux. Gestionnaire du milieu. En français, on dit manager. Ouais. Ce qui est super important, c'est de construire son réseau. D'avoir d'établir des relations avec les autres middle managers, les autres au même niveau. Avant la réorg. Avant la quoi? Avant la réorg, oui. Mais en fait, c'est drôle, mais oui, la réorg, ça vient avoir une influence dessus, mais quand il y a une réorg comme ça, s'il a bien établi son réseau, il est déjà en meilleure posture parce que ça va aller faire des satellites un peu partout. Puis il y a encore ces réseaux-là s'il cultive. T'es cute, Mathieu. J'ai juste de vivre une réorg. Je suis en plein dedans avec je positif. Tu sais bien que la réorg va amener la personne à un endroit où t'as pas à avoir de relation avec cette personne-là. T'es comme, faut que tu passes à ton nouveau réseau. Anyway, c'est une petite parenthèse. Non, c'est vrai. Puis c'est un des problèmes des réorganisations. Souvent, ils défendent les réseaux informels. Mais le réseau informel, c'est en fait, c'est comme une grève du zèle, là, quand on parle des grèves du zèle, c'est chez les fonctionnaires souvent, là, c'est en fait c'est de s'en tenir à ce qui est écrit, à l'organigramme, puis les choses ne fonctionnent pas quand on s'en tient à ce qui est écrit. Quand on suit le playbook, la game ne marche pas. Exactement. Fait que le réseau informel, il faut le cultiver. Puis ça, c'est super important. Puis à partir de ça, ça permet d'avoir des conversations, d'établir des liens, puis là, après ça, comme ça crée des fenêtres d'ouverture pour avoir une influence à la plus grande échelle dans l'organisation. OK, là, ça a l'air que c'est moi qui vais jouer le... c'est toi, Bob, le gestionnaire. OK, cool. Moi, je fais du 40 heures par semaine que je déclare, mais en fait, j'en fais 60 parce que j'éteins des feux, il y a des ci, il y a des ça, puis il y a des meetings d'alignement, puis des meetings de ceci, puis des meetings de cela. Tu m'énerves toujours quand tu regardes la leçon. C'est chaud inquiet. J'entends un petit... il y a un petit cacan dans le son. Un petit peu. Fait que désolé tout le monde qui écoute, je vais tenter de l'ajuster en post. Okay. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai plein de choses à faire. Francis, je trouve une idée super. Je pense que je te crois, mais j'ai pas le temps de bâtir, de cultiver ce réseau-là. Ça, c'est quoi le first step? Qu'est-ce qui m'amène le plus haut le taux sur l'investissement en termes d'action pour pouvoir bâtir ce réseau informel-là? Il y a plusieurs possibilités. C'est comme t'as les événements, si t'as des... Mais des événements. Des clubs, par exemple, chez Roku, une des choses qui fonctionnait, c'est des clubs de lecture où tu avais des groupes d'intérêt qui n'étaient pas liés
au travail ou qu'il y en a qui l'étaient. On avait un système de guild qu'on avait mis en place. On était dans une culture remote. Là, fait que c'est super important, justement, parce que dans le remote, quand tu as une culture remote, toutes les interactions sociales, d'une certaine manière, il faut qu'elles soient un peu délibérées parce qu'il n'y a pas de lieu spontané où ce ça va se passer. Il y a des choses qui peuvent se passer spontanément, mais il faut créer ces espaces-là. Donc, on avait plein de guildes. Puis ça, tu avais des guildes pour les managers, pour les intérêts. Puis même, c'est pas juste à travers les managers. Tu peux avoir des relations des fois avec un architecte dans un autre truc. Puis il faut que tu commences quelque part. Puis dans le cas que tu me parles, parce que tu as 60 heures sur 40, c'est que tu en fais 60 sur 40, ben là, c'est sûr. C'est comme, faut à un moment donné, c'est une question de priorisation. Est-ce que ces 60 heures-là sont toutes efficaces? Ils sont toutes nécessaires? Il y en a 2 qui sont efficaces. Puis implicitement dans ta question, Rick, ça sous-entendait, je reviens sur ton mot priorisation, ça sous-entendait par ta question que tu le mettais exactement après tes 60 heures, tu sais, le fait de faire ton réseau. Tu disais, prendre une demi-heure pour appeler Julie qui est dans l'autre département, ça vient après mes 49 autres heures. Puis toi, tu sous-entends que ça devrait être tissé dans le 40 ans. Là. Oui, oui. Si je parle juste du mot de Francis de priorisation, tu sais, mettons que t'aurais... C'est pas comme ça que ça se passe au jour le jour, mais imaginons que tu as un backlog des gugus à faire, peut-être que tu le mets comme premier item le matin, puis tu fais de la merde. Je passe une demi-heure à jaser avec des gens pour commencer chaque matin. Parce que ce qui arrive, c'est qu'une fois que tu commences à jaser avec des gens, il y a des problèmes qui disparaissent de ta liste. Des choses qu'il faut que tu fasses. En fait, c'est ma question. Pourquoi je veux faire ça? Pourquoi je voudrais investir du temps et de l'énergie et de déprioriser certaines choses? Le rapport bidule à faire. C'est-à-dire les 43 messages sur Teams que j'ai pas encore répondu de mes team leads et whatever, là, je dois mettre ça de côté pour pouvoir cultiver. Mais pourquoi? Parce que justement, c'est qu'une fois que quand tu cultives, ben là, tu peux récolter. C'est un peu... On revient à l'agriculture de tout à l'heure. Oui, mais c'est ça. c'est comme... je sais pas, c'est comme... Qu'est-ce que tu fais dans ta semaine? C'est quoi les choses? Il y a peut-être des choses qui sont répétitives parce que tu suis un processus un peu débile d'un autre département qui te fait perdre beaucoup de temps. Puis là, finalement, tu as une conversation, tu as une relation avec la directrice de ce département-là. Puis là, tu lui parles de ton expérience. Puis à un moment donné, comme, c'est ça, OK. Wow. Puis parce que tu as une relation, il y a comme là, soudainement, il y a comme un intérêt à t'aider. Tu sais, c'est comme... C'est ça, les humains, là, tu sais, c'est comme, regarde, là, pourquoi tu fais ça? C'est à cause de moi que tu fais ça? Ben là, non, on peut essayer de te simplifier. Puis là, soudainement, tu viens de récupérer 20 heures dans ta semaine, parce qu'il y a un processus débile qui a été amendé parce que t'es comme, ou tu comprends un peu plus la valeur de ça, puis là, c'est du donnant-donnant, ça genre dans les deux, c'est ça la beauté des relations. Oui. Puis je suis pas à croire que si tu prends le temps de cultiver une relation avec Pierre Jean-Jacques, ça devient plus facile de confronter Pierre Jean-Jacques, d'avoir des conflits beaucoup plus transparents, beaucoup plus straight pipe, un peu moins de fioriture auto, avec direct. Parce que, mettons, moi et Mathieu, qu'on se connaît depuis 100 ans, si on s'entend pas sur quelque chose, mais on s'empêche pas, là. Shoot. C'est sûr que Mathieu va commencer avec on va faire un disclaimer d'une demi-heure avant. Mais lui, non. Mais moi, non. Ouais. Mais bon, c'est correct, parce que la relation est là, quelque part. Puis, c'est ça. Fait que, fait que je le vois. Puis c'est important de développer les relations avant que tu aies besoin de quelque chose. Parce que sinon, si tu développes une relation juste parce que, ben là, je vais aller parler à cette directrice-là parce que faut que j'y arrive avec un message. Exactement. C'est comme, t'es pas nécessairement... Ou l'utiliser comme déclencheur de la relation. C'est-à-dire pas lui parler une fois qu'il y a eu un problème, parce que l'oublier par la suite. Tu dis, OK, voyons comment qu'on peut, 3 petits points. Oui. Fait que tu nous as amené 2 axes, l'axe local, l'axe réseau. Fait que Eric, qui est gestionnaire de ces équipes-là, là, si je comprends bien. Ça a tout réglé. Cool. Puis si tu t'appelles Mackenzie, tu vas me dire non. on revient. Faut que je te bille un petit peu plus longtemps. Oui. Fait que, grosso modo, il y a, tu l'as appelé le gardener tantôt, je sais pas trop, là. Il sème au niveau local en générant des moments où l'équipe se questionne, comment ils peuvent améliorer, etc. Puis de l'autre côté, lui, leur créer de l'espace, puis de l'autre côté, lui, il s'amuse à cogner à toutes les portes, à essayer de rentrer en relation avec le plus de monde possible. Oui, dans le...
dans le contexte local, puis même ça fonctionne aussi, surtout à l'échelle locale. Moi, j'aime beaucoup, puis ça, c'est des choses, tu sais, la rétrospective, ça, c'est comme on prend ça pour acquis, là, dans un contexte d'agilité. Mais il y a comme, nous autres, quand on travaillait chez Heroku, puis ça a été comme un peu généralisé, on a essayé de généraliser. C'est quoi Heroku, rapidement? Heroku? Oui, c'est quoi? C'est la plateforme, un des premiers Platform as a Service. C'était Ruby on Rails, puis après ça, c'est tout. Ruby on Rails. Ouais. Boy. C'est encore vivant, Ruby on Rails? C'est comme un gros. Oui, J'ai juste. Ah, oui? Oui, c'est toujours, il y a encore plein de gens qui développent là-dessus. Je me souviens. Je sous-entendais pas, c'est vraiment une question. Oui, non. Je me souviens encore, j'étais développeur, puis là, il y a un des développeurs super forts, là, Vincent Tancé. Il expliquait Ruby on Rails, puis toute une gang comme, de quoi qu'il parle? Qu'est-ce qu'il parle? Puis là, un moment donné, il a dit, il utilise le terme base de données. Puis là, François Beauregard a dit, hey, j'ai compris! Il a dit base de données, j'ai un terme que je comprends. On part à rire. Je savais pas que ça existait encore, honnêtement. Je pensais que c'était, je pensais que ça avait plus le même chemin que Groovy. Groovy, je sais pas si ça c'est encore, c'est un framework Java, ça. Ouais, exact. Ouais, mais je sais pas c'est quoi qu'est-ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé avec Groovy, mais Ruby on Rails, ça continue. Puis Heroku continue. Puis Heroku, moi je me suis joint à ça en 2013 pour aider à construire la culture remote. C'était comme c'était un Y Combinator. Puis là, pré-pandémie, évidemment. Là, c'est fou. Là. Moi, ça fait 25 ans que je travaille remote. Là. Ah oui? Oui. OK. J'ai tout le temps travaillé dans un contexte remote. C'est pour ça que t'es en pyjama. Je me demandais pourquoi. Puis, viens sur un podcast en pyjama. Qu'est-ce que t'as fait? Excuse-moi, vas-y. Puis, à la fin, chez Salesforce, je m'occupais... J'étais comme justement un Chief Garden Officer. C'était ça pour le vrai? Non. Okay. Mon titre, c'était directeur senior d'ingénierie, culture et engagement. OK. Mais c'était un poste de. C'est quand même des mots qui sont rarement combinés, là. Ingénierie, culture, engagement. Oui. Culture et engagement, c'est assez fréquent, là. C'est combiné, c'est ça. Mais moi, j'étais à l'intérieur de l'ingénierie. C'était comme, c'est comme les talent development, ce genre d'affaires-là, qui sont plus des RH. Il était pas CRH, c'était quand même aussi sous technologie. C'était une unité indépendante sous technologie. Ouais. C'était comme des partenaires, mais non, moi, j'avais réussi à te créer un petit espace. Par ton réseau en travaillant local. Revenons, tu peux peut-être partager une histoire Heroku. Oui, puis pendant la pandémie, justement, ce rôle-là, je l'ai eu comme juste un peu avant la pandémie. Okay. La pandémie est arrivée, puis là, Salesforce était soudainement très intéressé par la culture remote parce que c'était comme on était en pandémie. Puis donc, dans ces initiatives-là, ce qu'on avait essayé de mettre de l'avant, c'était un motif qui travaillait beaucoup chez Heroku. Puis c'était pour comment t'améliores puis ta culture. C'est comme ce qui est très important. Fait qu'il y avait comme deux aspects. Tu as l'aspect ce que j'ai parlé tantôt explicite, c'est ce qu'on appelait les team agreements. Donc, c'est quoi les principes que notre équipe a, etc. Là, très local ici. Qui est local, exactement. Puis de l'autre côté, tu as la rétrospective. Puis un des outputs, des livrables d'une rétrospective, c'est des changements au team agreement sous forme d'expérience. Ça peut, oui, absolument. Puis là, ça fait comme un cycle d'amélioration ou d'adaptation continue de la culture dans son aspect formel à ce qui se passe via ce mécanisme-là. Puis là, tu peux faire ça au niveau fractal. Là, comme on fait qu'on avait des cloud agreements, des department agreements, des team agreements. Il fallait que ça... Salesforce était quand même assez... il devait y avoir certaine cohérence entre tout ça. Là, il y avait comme des mécanismes d'alignement comme ça. D'alignement, oui. OK. C'est très fort sur l'alignement. Parce que moi, vous le savez pas, mais je suis le boss d'Éric, que c'est 8-9 équipes, puis tout. Puis je trouve ça bien cool qu'il a commencé à travailler au niveau local, puis son réseau, puis tout. Puis là, je fais, toi, t'es au même niveau, là, sur moi, ben, go, fais la même chose qu'Éric, là. Oui, ça, c'est problématique. Il est bon, Éric, là, puis ça marche bien, là, ça fait comme un an, là, qu'il regarde ses patentes. Go, fais. Vas-y, toi aussi, Francis. Oui, ça, c'est la transformation culturelle par le haut, c'est très difficile. Puis par le bas, c'est très difficile aussi parce que justement, dans des grandes organisations comme ça, il y a plein de choses semi-indépendantes. Fait que c'est pas, il n'y a pas de baguette magique sur lequel tu peux comme aligner tout le monde sans comme
mettre tout le monde à la porte puis d'engager des gens qui vont comme Fitter dans le nouveau paradigme. Ouais. Tu sais, c'est comme... C'était quoi l'objectif, mettons Heroku ou Salesforce, l'objectif du changement culturel ou de la, comme, je sais pas, comme alimenter la culture vers quelque chose? Dans ce cas-là, le quelque chose, c'était quoi? Ben, dans ce cas-là, c'était a work from anywhere culture. Work from anywhere Work culture. from anywhere, là, c'était comme un OK. gros slogan qu'on pitchait aussi à nos clients parce qu'on avait, l'acquisition de Slack, c'est rentré dans ce contexte-là. Là, tu sais, c'était comme pour aider le work from anywhere parce que. Tu dis l'acquisition de Slack? Oui, l'acquisition. Salesforce a acheté Slack? Oui, en je savais. 2021. Je savais même pas. Je savais même pas pourquoi. OK. Ouais. Et Comme ils ont acheté Heroku en 2011, je crois, puis la plupart des gens ne savaient pas. Ah oui, je ne savais pas non plus, je connaissais même pas Heroku. Mais c'était quoi les mots-clés de la culture? Tu sais, Chez Salesforce, ça c'est Ouais. comme ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié énormément chez Salesforce, c'est que c'était une value-based culture, donc on a des valeurs, ouais. puis les valeurs, ben, sont répétées, mais ils étaient aussi vécus. Tu sais. C'était quoi? La première, c'est trust, Trust, ouais. la confiance. Puis ça, c'était particulièrement dans ce contexte-là. Le contexte initial, c'était parce que la confiance des clients, parce qu'on a le cloud. Salesforce, c'est un des premiers SaaS. Là, tu sais. Ouais. Puis on a comme toutes tes données sur tes clients, ces choses-là qui sont dans le cloud. Donc, il faut qu'on soit absolument Trustworthy. trustworthy. Ouais, Tu sais. ouais. Puis après ça, ça a étendu aussi à être trust à l'intérieur de l'entreprise, entre les humains. Ouais, ouais. Customer success, c'était la deuxième. OK. Innovation, la troisième. Yeah, of course. Puis ils ont rajouté, t'avais égalité, equality. Sure. Yeah. Puis après ça, ils ont rajouté il y a quelques années sustainability ou quelque chose comme ça. Là. C'était comme l'aspect. Côté environnemental? Oui, Ok. quand ils ont décidé de tout ce planter que un milliard d'arbres, puis le ok. Sustainability Cloud qui permet de gérer tes crédits carbone. Les crédits carbone, puis, ouais. tes émissions de carbone, puis ces affaires-là. OK, Fait que- OK. Puis, c'est ça. Je veux dire, Salesforce vit ses valeurs. Puis pas parfaitement, parce que tu sais, comme tout le temps, mais sauf que, je veux dire, les décisions sont évaluées. Ces valeurs-là vont être. Tu peux comme questionner des décisions en fonction des valeurs, puis c'est comme c'est attendu, puis c'est normalisé, puis OK. tu sais comme dans les évaluations, c'est comme comment que les gens vivent les valeurs, etc. Okay. C'était comme puis on parle d'une organisation de 60 000 personnes. C'est pas en bas de la C'est Salesforce, c'est 60 000 personnes? Ben là, je pense que c'est plus. Là, quand ils ont mis les mises à pied, ils en ont comme. Fait que là, je sais plus, ils sont rendus où, là, mais c'est un temps, il était 80 000, puis là, ils sont descendus, puis ils doivent être remontés. Francis est parti. Hein, on voit qu'il a pogné son beat, c'est fantastique. Fait que je vais prendre une chance. Êtes-vous prêts? Donc, dans la mise en place de comportements qui sont en cohérence avec les valeurs Salesforce ou Heroku, les top 10 défis. 10? Si t'en as moins, t'en as moins. Si t'en as plus, t'en as plus. Fait que on va commencer simplement. Le défi le plus intense que tu as vécu dans ton rôle de cultivateur de culture et de cohérence, Triple C. Si. Un des défis, c'est justement d'avoir une influence, tu sais, comme le work from anywhere, c'est cette histoire-là, juste ce modèle-là là, de team agreements, puis rétrospective, etc., de faire comprendre ça à l'ensemble des gens qui avaient leur mot à dire. Fait que c'est comme, c'est un défi, là, c'est comme, c'est un échec d'une certaine manière, là. C'est comme, pas que j'avais des attentes. Ben, c'est pas comme si ce modèle-là avait été opérationnalisé de haut en bas, de gauche à droite, dans toutes les dimensions, là. C'est resté local. C'est resté, oui, puis c'était comme plein de ces choses-là, parce que c'est comme, toutes ces initiatives-là, c'est comme c'est un système distribué, eventual consistency là, à cette échelle-là. Oh, là, ça m'a perdu. Un quoi?
Eventual consistency, c'est un principe d'un base de données. Là, c'est comme éventuellement c'est comme c'est comme des fois tu vois ça, c'est quand tu utilises des bases de données qui sont pas transactionnelles. Là, c'est comme tu fais un changement, tu vas dans l'administration, le changement est là, puis là, tu vas sur le site web, là c'est comme non, c'est encore la vieille affaire, puis éventuellement, oups, là, il est mis à jour. C'est comme un délai de propagation dans le système. Là, tout ce que je me souviens, moi, c'est l'erreur qu'on a eue dans une review avec le VP, puis ça disait Truncated Field Exception. On n'était pas content. Mais bon. Ça arrive. Dans un système comme ça, tu as des initiatives. Le temps que tout change, c'est comme le temps que tout le monde embrasse ça, ça arrive pas, tu sais. Surtout que t'es comme dans ces organisations-là, tu as des plans, des cycles de 6 mois. C'est comme quelqu'un qui veut pas, il a juste à attendre 6 mois parce qu'il sait que comme la nouvelle affaire, qui est le nouveau changement, la nouvelle affaire va changer. Fait que là, tu peux tout le temps comme jamais changer parce que tu sais qu'il n'y a pas de follow-through jusqu'au bout, là, tu sais, comme dans des organisations comme ça. Fait que c'est comme t'as les early adopters, qu'eux autres sont comme oui, ça fait du sens. Ben, un peu comme tu dans des histoires d'agile, tu sais, comme t'as des équipes qui pognent le livre de Canbeck, puis oui, on y va, puis t'en as comme m'attendre le prochain train. M'attendre le prochain train, etc. Fait que puis là, dans une organisation de cette taille-là, t'as ça. Là. Fait que c'est comme ça, je te dirais que c'est un des grands défis, là, comme comment tu peux faire. J'imagine que Salesforce a un C-suite. Un CIO, CTO, CIO. Il y a un CISO, j'imagine, aujourd'hui. C'est très populaire, les CISO. Chief Information Security Officer. Oui, c'est ça, non? Oui, le dos de sécurité. J'en sais que les défis à ce niveau-là, au niveau du C-suite, ça ressemble à quoi? Je te dirais qu'un des plus gros défis du C-suite. Lego, OK, ça c'est beau. C'est la compétition entre eux pour savoir qui va être le prochain. Ça, on le sait déjà. Les autres? C'est comme. C'est. Ça, c'est le truc qu'on va couper au montage. T'es plus là aujourd'hui? Non, depuis 2023. Mais puis c'est pas obligé d'être chez Salesforce, là, je veux dire, ça peut être à l'intérieur des C-suites de partout. C'est de la passe que tu veux utiliser. Okay. Mais donc, les commentaires ne sont pas attitrés à une compagnie en particulier. C'est une amalgame qui amène une réflexion au podcast de Sprinkler. Je pense que c'est vrai chez Salesforce, puis c'est vrai en général. C'est comme il y a souvent une déconnexion entre la vision de l'exécutif puis ce qui se passe sur la base, c'est comme à la base, puis une mécompréhension de la rétroaction. C'est comme puis ça vient souvent d'une volonté d'être confiant. C'est comme ils ont monté en étant confiants aussi. Là. Oui, puis c'est comme c'est comme la vulnérabilité. Puis bon, c'est quand même intéressant parce que chez Salesforce, c'était quand même une culture un peu avec une haute intelligence émotionnelle quand même. Oui, il y avait une ouverture à ça. Okay. Il y a une ouverture à ça. Puis, mais donc, comme une certaine vulnérabilité, mais pas. Des fois, c'est souvent tone deaf. Là, c'est comme, c'est pas le message, il passe mal parce qu'ils comprennent pas. Ils parlent à leur vision, parce que c'est dur de parler à 80 000 personnes qui sont comme dans 25 différentes cultures différentes, puis des trucs comme ça. C'est vrai, OK, on va le parker celle-là. OK, oui. C'est comme, fait que le message, surtout que l'exécutif était chez Salesforce, était très organisé. Comme tu avais 2/3 de l'organisation qui c'est un peu plus qu'on appelait la distribution, les ventes, qui fait le succès de Salesforce. Puis l'autre, c'est la technologie. Puis quand tu parles, souvent, le message était plus orienté vers la personnalité ou les cultures que tu trouves du côté des ventes. En technologie, c'était comme ça passe mal, ça vibre moins. Là, fait que cette déconnexion-là, cette communication-là, puis c'est très dur d'être interactif à cette échelle-là. Fait que t'as comme justement, c'est une déconnexion par rapport à l'audience. Et on le surmonte comment? Je sais pas comment tu surmontes ça. C'est comme j'ai pas été dans cette position-là. Moi, j'ai pas coaché à ce niveau-là. Okay. C'est comme
c'est un autre stratosphère, là. Puis je pense qu'à un moment donné, puis je dis pas qu'il faut se résigner, mais à un moment donné, c'est le prix d'être dans une grande organisation comme ça. Là. Forcément, s'il y a 22 layers, même si chacun des enablers, on reprend tes 3 niveaux de terre, même si chacun des enablers est le plus transparent avec le niveau au-dessus, puis etc., il y a une perte du signal, juste parce que... Il manque d'empathie. Puis puis c'est intéressant parce qu'on a eu les mêmes problèmes chez Heroku, puis qui était 200 à terme. Ou son plus gros, c'était 250 personnes. C'est tout mignon, ça. C'est tout petit, là, tu sais. Puis tu avais quand même cet aspect-là parce que l'exécutif avait la culture d'exécutif on peut pas arriver puis dire qu'on ne sait pas puis avoir de l'air, c'est comme embrasser l'incertitude parce que le monde va paniquer. Il faut tout le temps que tu ailles comme tu sois convaincu, mais t'es pas nécessairement convaincu. C'est comme le message, il passe pas, là, tu sais. Fait que ça aussi, on a eu des épisodes comme ça. T'as dit quelque chose tantôt. J'imagine qu'un des défis, c'est en lien avec la culture liée à l'emplacement géographique. Ce qui fait du sens ici au Canada fait moins de sens en Inde. Religion, langue, c'est tout ce qui rentre là-dedans. Là. Oui, comme même en France. En France, le respect pour l'hierarchie, c'est très important. Même le lycée où tu as étudié va influencer ton niveau d'influence dans l'organisation. Au Québec, on s'en fout. Ouais. Est-ce que Salesforce est mondial? Oui, mais c'est californien avant tout. Là. Fait que c'est comme... Est-ce qu'ils avaient des équipes en Inde? Oui, il y a des équipes partout. En Inde, au Canada. Nous, on avait dans plateforme, on avait beaucoup en Argentine. En Argentine? OK, je connais pas l'Argentine en termes de culture, mais... Puis c'était tout un art de comprendre la culture. Mais tu avais comme le concept, le rôle de site lead. C'est comme... OK. Puis moi, mon boss, en fait, dans mon dernier rôle, c'était lui qui était le site lead pour l'Argentine. OK. Puis lui, il était déménagé là. Puis comprendre, puis vivre. Puis tu sais, l'Argentine, on parle, c'est comme... parce qu'il était payé en pesos, parce que... Salesforce ne payait pas en dollars américains, mais sauf que tu as une inflation débile là, il y a 200 Argentine. Fait que tu avais des ajustements salariales aux 3 mois, puis comme tu sais, là, c'est comme de vivre ça, comme d'intégrer ça dans les politiques, c'est comme... Et puis ça a un effet là, sur les employés qui sont là, qui vivent une inflation de débile, puis commencent à être stressés, ils savent pas comment ils vont payer leur loyer, puis là, toi, t'arrives avec ta rétro cute là, pour amener changer les... Ouais, dans l'échelle de Maslow, on n'est pas en même place, là. Ouais. Ça se peut que le site lead fasse écoute après-midi on va être smooth avec la gang parce qu'ils sont stressés big time. Ouais. Ou au contraire, on va le faire encore plus parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui va émerger de là. Ouais, tu avais aussi comme ça, c'était beaucoup de... Même si tu avais des gens en Argentine, c'était pas les équipes autonomes en Argentine. Il y en avait, là, parce qu'il y avait eu des acquisitions. Puis, dans ce cas-là, comme MuleSoft, c'était argentin. Puis ça, c'est une autre acquisition de Salesforce. Ça, c'est une affaire d'intégration. Okay. Fait que là, tu avais des équipes qui étaient comme autonomes là. Mais sinon, quand on engageait, parce que c'est comme l'Argentine, c'est un peu comme l'Inde, là, c'était comme à l'époque, tu avais comme un coût avantageux pour tu vas engager plus d'ingénieurs pour le même dollar. Pour le même dollar. Ouais. Ben là, quand on faisait ça, t'avais ces gens-là, puisque c'est ça l'intérêt de l'Argentine, c'est que t'es même fuseau horaire, c'est pas comme l'Inde. Là, fait que t'avais des gens en Argentine qui travaillaient avec des gens aux États-Unis ou sur la côte ouest. Ouais. Ils sont sur la même équipe, là, mais il y a quand même des mille et des milles de kilomètres qui les séparent. Là. Tu peux pas faire une réunion d'équipe à un coût raisonnable. Là, puis, fait que c'est tous des challenges que tu as ça énorme. Puis si je ramène ça à Eric, là, qui a ses 8 équipes. Une des équipes qui est en Argentine. Il y en a une, là, parce que moi, je suis son boss. Hey, bonne nouvelle, Eric, t'es vraiment bon, là, local, réseau, tout ça. Ouais, en fait, je te donne dans chacune de tes équipes, j'ajoute un Argentin. Parce que, bonne nouvelle. 2. Parce que, 2. Puis moi, j'avais accompli la première fois de l'argent. J'étais tellement déçu. Tu dis argent ou argentin, en merde? Ou brésilien, ou peu importe. Mais quelqu'un dans le même fuseau horaire, déjà, c'est plus simple là, que quelqu'un en Roumanie ou en Inde. Eric commence par où?
Il se le fait annoncer le lundi après être sorti de sa position fétale parce qu'il est rendu bon. Là, mais... il retourne en position fétale. Brush up your LinkedIn. Ça va mal à la shop. Pour les Français, ça va mal à la shop, ça veut dire... Ben, la shop, c'est l'usine. Là. Ça veut dire que ça va pas bien au travail. Ça va pas bien. Ouais. Ça va mal à la shop. Ça va être un défi. Là. C'est comme d'intégrer. C'est tout le temps un défi d'intégrer des nouvelles personnes. Mais là, c'est comme des personnes qui sont... Surtout si tu as une équipe colocalisée ici. Là, tu en rajoutes 2 qui ne le sont pas. Bonne chance. Ah, l'hybride ou ça. Ouais, non, je ne veux même pas parler d'hybride. C'est la mort. Je déteste l'hybride. Surtout comme facilitateur. OK. Ouais, ça, on avait, nous autres, des meetings hybrides chez... Je juste arrêter. Je l'ai eu aujourd'hui. C'est tout frais. C'est tout frais. Je sais pas où aller avec ça. J'ai le goût que des working agreements locaux qui se propagent à un plus haut niveau dans l'organisation. Toutefois, ça va dans les deux sens. Dans les deux sens, mais mettons, on est à un niveau, peut-être pas si XO, là, mais à quelque part, VP, directeur principal, et ainsi de suite. Là, il y a des working agreements qui font plein de sens, encore une fois, ici, en Amérique du Nord. Mais là, quand on tombe en Amérique du Sud ou en Inde, ils sont pas capables d'adhérer à ça. Ben, ce qui est important, moi, ça n'a juste pas de sens. Oui. Mettons, c'est transparence. Okay? J'ai coaché des équipes où certains individus être transparents, de dévoiler les gaffes pour qu'on ne refasse pas la gaffe une deuxième fois. Ça semblait... il y avait une learning curve, mais c'est quand même, il était capable. Dans d'autres cultures, d'exposer ces gaffes, c'est mortel. C'est mortel, ça se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça se fait juste pas. Ouais. Ça m'a pris des mois et des mois d'accompagnement puis de créer un environnement cliché, mais un environnement sécuritaire pour qu'ils comprennent que si tu l'exposes, c'est bon. Si tu l'exposes pas, c'est mal. Puis ça prend du temps. Ouais. Mais ça, c'est un exemple parmi, j'imagine, plusieurs autres. Tu l'as vécu? Tu as des choses que tu as croisées? Oui. Moi, j'ai pas travaillé. On n'avait pas d'équipe avec l'Inde ou des. Mais t'avais ça. Nous autres, on avait des équipes en Europe. En Europe, t'avais quand même des différences entre l'Europe et les États-Unis, le Canada. Mais sauf qu'on avait. C'était une culture Heroku et Salesforce, mais particulièrement chez Heroku, on avait. On était. Moi, je venais de Canonical, puis celui qui m'avait engagé, lui aussi. Puis quand on a bâti la culture remote, on avait déjà été exposé à ces problèmes-là chez Canonical, qui était bien mondial à l'époque, qui l'est encore, j'imagine. Puis, donc, c'est comme, tu sais que tu vas faire face à ces problèmes-là. Puis, donc, il faut que c'est comme la base de ça, c'est prendre le temps puis rentrer en relation encore. On y retourne, là, tu sais, c'est comme le cliché de la sécurité puis le cliché de l'empathie. Ben, c'est pas des clichés, c'est des bases. Puis, au niveau des working agreements, moi, je suis pas un fan des working agreements qui sont imposés. C'est comme les working agreements. C'est pas vraiment un agreement. Exactement. Mais il y avait ça. C'était comme ça faisait partie. Là, quand on sortait ça, regarde, il y avait bien des équipes où c'était le manager qui écrivait les working agreements. Puis ça va être ça, les working agreements. Puis à la fin, tout le monde était assigné ça. Puis voilà. Même pas. Puis dans les niaiseries que j'ai vues, là, ça, c'est comme working agreement, c'est bon. Puis là, tu avais des objectifs. Fait que là, il fallait que 80% des équipes aient des working agreements. Puis je dis, OK, c'est correct, 80%. Mais là, à un moment donné, ils voulaient mettre 100%. Puis ils l'ont mis, là, mais tous les gens d'agilité, on leur disait, une fois que si tu mets 100%, tu passes d'un incitatif à un comportement, une obligation. Fait que là, ce que tu vas avoir, c'est que les gens vont comme juste remplir, checker la box, on a fait un working agreement, mais tu n'auras pas l'effet d'un working agreement. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut... Ça, c'est comme installer un scaling framework, finalement. C'est ça. Ça ressemble beaucoup. Ouais. Je sais pas. Blague à part, ça peut t'aider? Mettre ça comme ça, non. Pour créer un alignement culturel top to bottom, left to right, est-ce que l'installation, la mise en place d'un scaling framework, sans en nommer un nécessairement, même si c'est custom, ça peut-tu... est-ce que ça peut aider?
Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu des grands silences au podcast. Non, on avait perdu. Au début, on faisait exprès. J'en doute. T'en doutes? Ouais. Ouais. Je suis pas convaincu. OK. Je sais que ceux qui te vendent des scaling frameworks vont te vendre que ça va régler tes problèmes. Là. Mais dans mon expérience, ce genre de ça se peut que tu reçoives des menaces de mort via LinkedIn. mais ça va rendre mon LinkedIn intéressant. Ah ouais. Ça revient quand même à quelque part avec la citation du départ qui est la culture mange les stratégies puis les plans pour les plans pour déjeuner. La culture va persister si t'as pas de résultats. Alors pourquoi la popularité de ces scaling frameworks qui parce qu'ils sont vendus à l'exécutif. Oui. L'exécutif croit au contrôle, puis qui ont le pouvoir de transformer par un décret. Ouais. Fait que c'est comme ça joue dans les désirs inconscients ou conscients de la psychologie des personnes qui payent pas. Ouais. Fait que c'est ça. Puis après ça, on est souvent déçus des résultats. C'est un principe. Parce que l'idée d'installer c'est que j'ai pris ça chez Esther, là, qui c'est comme l'idée d'installer, c'est pas une organisation, les humains, c'est pas un ordinateur là, où tu effaces le disque dur, tu installes un nouveau système d'exploitation, puis soudainement, tu es passé de Windows à Linux, puis tout va bien. Là, okay. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et comment ça fonctionne? Puis même quand tu passes de Windows à Linux, tu as toutes les choses qu'il faut que tu réapprennes, puis tout. Ça va pas. Il y a une adaptation, il y a un changement, il y a. Okay. Puis cette application, là, elle marchait vraiment mieux de l'autre bord, puis tu sais, c'est comme. Fait que la gestion du changement, ça manque de compréhension justement de l'aspect humain et culturel. Oui. Puis au final, ça se manifeste comment? J'ai mis en place, on va le dire, j'ai mis en place des trains, puis les RTE, puis les Lean Portfolio Management, puis toute la stack de SAFe, là, par exemple, avec quand même des bonnes intentions. Oui. Mon intention était de stabiliser l'environnement, puis on ne sait pas quoi faire d'autre. Anyway, c'était le chaos, et là, c'est moins le chaos. Donc, j'ai demandé à des gens de venir m'installer ces bidules-là. Au final, selon toi, qu'est-ce qui se manifeste chez l'humain, chez la dynamique entre les humains et tout le reste? Ben, c'est que ce que tu vas voir souvent, c'est comme, OK, la vraie question, c'est est-ce que tu as des résultats différents d'avant? Puis, la part du temps, dans ces grandes initiatives-là, tu as changé plein d'affaires, mais c'est pas comme si l'organisation était plus réactive, augmenter sa qualité, ou tu sais, les indicateurs, ils changent pas vraiment. Tu sais. Ouais. Puis des fois, en plus, t'as toute la période de transition, c'est le chaos, puis là, fait que là, ça descend, puis après ça, quand ça revient, est-ce que ça revient mieux qu'avant? C'est là que je suis comme, t'as changé quelque chose, mais t'as pas vraiment changé quelque chose. Et alors, l'alternative, c'est quoi? Salesforce faisait quoi? Salesforce, ils ont fait ça. Ils ont passé un moment donné on n'était pas safe, là, mais un moment donné, ils ont décidé de passer, toutes les équipes étaient agiles puis Scrum, tu sais. Ouais, mais c'est une question que j'avais, ça, parce que j'ai assisté à un Major Conference aux États il y a longtemps. Grosse initiative, ils ont fait un Big Bang Transformation. Big Bang Transformation. Tout le monde faisait du Scrum, puis t'as tout ça, mais c'est comme quand tu regardes sur le terrain, les équipes, ils font du Scrum, mais ils travaillent comme avant. Là, c'était les grandes vedettes de la Conference. La salle était pleine à craquer, puis on a fait un Big Bang, puis c'est pas agile, c'est bon, c'est merveilleux, ça sort. Oui, c'est ça. Là, on a un insider qui dit non, t'as un peu là. Ben, c'est ça. Plante tes pilules, là. C'est ça. Ouais. C'est comme, parce que c'est comme, OK, working agreement 100%. C'est ça l'objectif. Tu vas l'avoir ton objectif. Là. Tout le monde va l'avoir coché, working agreement. Tout le monde va faire Scrum, tout le monde va faire Safe. Ils vont être allés au training, ils vont écouter à moitié pour ceux qui ne s'intéressaient pas. Il y en a qui vont embarquer, puis ils vont bénéficier de ça. Puis il y en a qui vont juste comme. C'est ça le problème. On en a parlé, c'est comme dans des initiatives comme ça, c'est que tu passes d'un incitatif puis d'un engagement à une compliance. C'est quoi le mot en français? Obligation?
Ou Ah non? Compliance. obligation ou une- Compliance, c'est norme. c'est un respect des normes, si tu veux, ouais. Ouais, c'est comme, tu sais, c'est comme, tu sais, il y a une police au coin de la rue, fait que tu vas attendre la lumière verte, mais sinon, la police n'est pas là. Tu traverses. Tu traverses. What people do when no one is looking. Exactement, c'est ça. tu sais. Fait Full que, circle. fait que ce qui fait en sorte que c'est pire que si tu avais comme. Fait que, puis c'est pour ça que la métaphore on retourne au début, là, à la métaphore de l'agriculture, tu sais. C'est comme dans un jardin, là, c'est comme tu cultives, tu mets des petits aménagements pour que les choses poussent, pour que ça ici, ça a besoin d'un peu plus de soleil. C'est pas. C'est drôle parce que si on continue sur la notion de culture, tu sais, d'agriculture, quand tu fais de la monoculture à C'est grande ça. échelle puis tout, généralement, ça chie parce que tu te Ouais. fais ramasser par un type de bactérie quelconque qui Ouais, tue ton ouais. truc au complet. Puis t'as plus de résilience. Là, Ouais, ton, ouais. ton système est plus capable de réagir comme du monde. Versus quand t'as quelque chose qui est adapté au fur et à mesure. Puis même là, l'analogie fonctionne. Ah ouais. Il est sensible à un type d'attaque sur ton système. Fait que. J'ai goût de pousser encore plus loin la donne. Pas game. T'es-tu game? Toujours. Rien à perdre. Si tu connais pas ça, c'est pas grave. Là, on pourra passer à autre chose. J'explore de plus en plus les concepts de Rendanui. Je connais pas. C'est une game de Scrabble, là, non? Ou de Boggle? Connu aussi sous Dynamic Shared Ownership. Non, ça. OK. là, t'es- Ben, vas-y c'est- quand c'est même, la- on va se jazzer. Là. Ah, c'est bon. Bon, Mais tu peux me l'expliquer? OK. À haut niveau, c'est de découper la grosse organisation. Mettons comme Bayer. Mettons comme Ayer. Ayer qui font toutes les différents appliances, les électroménagers Ouais. et plein. Pas juste ça, là, mais ils ont acheté G. Entre autres, Ayer ont acheté GE Appliances, qui était dans la Ah merde. oui. Qui était dans la merde. OK. C'est ça. Et puis, ils ont acheté, puis puis Ayer, c'est une compagnie chinoise, puis ils ont mis en place leur approche, qui est le Rendanui. Rendanui, c'est la création de micro-entreprises. Ouais. Et tous les éléments sont là. Puis fait que c'est pas des Scrum de 10 personnes, c'est une micro-entreprise, ça peut Ouais, être ouais, 50 ouais. personnes. Et qui négocie des contrats avec l'équipe de marketing, l'équipe de vente, whatever. Qui est une autre micro-entreprise. Puis là, qui s'échange de l'argent de Monopoly, ben, ça a l'air péjoratif dans ma phrase, mais je veux dire, ils s'échangent des budgets. Ils ont leur budget. Je te paye Ouais. X Ouais. pour... Ils ont leur argentin, leur argent, excuse-moi. Et puis, ça pousse vers du extreme ownership, Ouais. de un. Ça pousse vers du zero distance with clients. Ouais. C'est vraiment l'ambition ultime de tout ça. Et que, entre autres, GE Appliances est passé d'une entreprise déficitaire, dans la merde, whatever, à une entreprise profitable et qui a du succès. Bon. Et là, comme vous savez peut-être, Bayer, qui font entre autres aspirine, Ouais. puis ils ont acheté Monsanto avec Roundup, entre autres. Et de On revient à la culture. L'agriculture, c'est pour ça que t'as sorti ça. Là. Tout est dans tout. Là. Puis là, évidemment, Bayer était dans la merde. Et ils ont décidé de mettre en place ce qu'eux appellent le Dynamic Shared Ownership, qui est inspiré de Humanocracy et puis aussi, bien sûr, le Rendanui. Il reproduit le modèle. OK. On s'entend que Bayer, au meilleur de mon souvenir, c'est plus de 70 000 employés. C'est du monde à la messe, là. Ouais. Et présentement, beaucoup de gens dans l'industrie observent ce qui se passe actuellement chez Bayer, puis qu'est-ce qui va se passer à court, moyen et long terme chez Bayer. Et s'ils ont le même succès que Ayer, là, on est ailleurs. Le C-suite, là, ça devient irrelevant. Ben, ou leur job, c'est un autre job. de Du diviser. job de vision à très haut niveau, Parce que mais la gestion de la vision se fait maintenant le plus local possible. dans une micro-entreprise. Ça, Ouais. en fait, il y a plein de compagnies qui fonctionnent comme ça. Là. Moi, je connais plein de private equity. Là, c'est quoi? C'est des portfolios, c'est des conglomérats. Ils achètent des compagnies. Puis là, eux autres, c'est comme, ils les gèrent à distance. Là. C'est comme, il y a c'est comme, ils ont la division, elle a son budget, puis il faut qu'elle a comme, tant que ses métriques financières sont bonnes, ben c'est comme, là, on est go, là. C'est pas, c'est comme, puis c'est ça qui est intéressant, c'est parce que le Bayer, le Salesforce,
Il y en a beaucoup d'autres, là, mais ça, c'est toute l'idée du mythe des économies d'échelle. Tu sais. Ouais. Donc là, on va comme, tu sais, on va faire plutôt que chaque équipe ait son équipe de marketing, puis que, tu sais, qui comprend c'est quoi la dynamique de la clientèle, du produit dans ce marché-là. Ouais. Dans ce marché-là, c'était le mot-clé ici. Là. On va avoir comme une grosse division marketing qui va tout gérer ça, puis on va faire des économies d'échelle. Puis là, ben, tu te ramasses avec des gros silos, des pertes de communication, de savoir-faire, c'est comme... Parce que tu penses que tu vas pouvoir optimiser tes coûts. Là. C'est toute cette optimisation-là à grosse échelle qui enlève la résilience, qui enlève l'adaptation au truc. Fait que là, le modèle que tu me parles, c'est le modèle de, OK, ben on garde l'unité vivante, tu sais. Mais là, tu vas avoir des duplications, tu vas avoir des choses entre deux entreprises qui vont avoir des pratiques différentes, des trucs correct. comme ça. C'est correct. C'est correct. Oui. C'est parfait. Mais oui, c'est clair, tu sais. C'est peut-être même souhaitable. Oui. C'est Ayer, oui, c'est prouvé. Bayer, à voir. C'est l'information rentre au compte-gouttes, c'est tout nouveau, là, ça vient de démarrer. Fait que j'ai bien hâte de voir ça va aller. Puis ça va, selon moi, j'ai déjà exprimé dans un post il y a quelques temps, c'est le futur du coaching agile, c'est ça. C'est plus de créer des petites équipes Scrum, c'est le fun. Puis dans des équipes de collaboration, dans une culture qui change pas au global, c'est on explose la patente. Là. Vous avez vu Ayer, vous avez vu Bayer, vous avez vu toutes les autres entreprises qui, on revient à l'Opal de Lalou et autres. C'est maintenant ça notre job. Notre job, c'est de créer des micro-entreprises qui collaborent avec d'autres micro-entreprises dans la grande entité X. Là, ça fait du microservice. On considère chaque entreprise comme un I have a dream. C'est un beau rêve. Ouais, quand même. Puis en fait, je pense que avant ma retraite. Rêve, je pense que c'est pas le bon mot. Là. C'est comme une belle vision. C'est une ambition. Si ça fait du sens. Ça fait du sens. Moi, c'est sûr que où je suis présentement, des fois, j'ai des rêves de fou où le président où je suis présentement, il m'appelle out of the blue, qui ne m'a jamais parlé dans le passé, puis il dit, c'est-tu toi, là? S'il est à l'écoute. Ouais, je suis sûr qu'il écoute le podcast Sprinkler. C'est toi qui parles toujours de Rendanui, puis whatever. Oui. On peut-tu faire ça ici? Si parce que ça vient du haut. Ça part du haut. Si lui, il me dit ça, là, c'est sûr que je fais un petit pipi, d'un. Puis après, je dis, OK, ben, soyons-nous, voyons, qu'est-ce qui est possible. Premièrement, on va inviter un expert de Bayer puis un expert de Ayer, puis on va les amener ici, au Canada, puis on va voir comment eux ont fait, puis on va y de façon intelligente. Comment tu peux... ça, c'est un changement culturel qui m'inspire, qui m'amène ailleurs, qui me fait rêver, qui me dit l'amour est pas mort, Jean Leloup. Moi, je pensais que tu allais dire Céline Dion. L'amour existe encore. Mais je suis curieux, comment tu peux cultiver ton réseau pour que ça arrive, ça? Il y a quelqu'un qui écoutait. J'ai pas demandé d'être coaché, moi. J'ai jamais... T'as dit qu'on était rendu là, fait que... Puis moi, je le fais là, gars. Cool. Yeah. Oui, tout à fait. On va se partir. Tu vas te rejoindre à Agile Partnership. Puis Agile Partnership va se transformer en Rendanui Partnership. Cool. puis tu vas envoyer le link par hasard au président, au CTO, au CIO de ton entreprise. Tu pour qu'il t'appelle. Je vis une genre de dualité. Parce que oui, ça m'a l'air, puis sinon. C'est sûr que... Imagine que tu découpes la compagnie en micro-entreprises avec 25-50 employés chaque, puis ça floppe. Là. OK, je vais continuer le coaching gratuitement. Là. Comment tu peux faire une petite expérimentation pour la tester? On va être fatigant de même jusqu'au bout. Là. Ben, merci pour ton partage. C'est le meilleur closing d'épisode ever. Stay tuned for the rest. Non, mais sérieux, merci pour ton partage. C'est super apprécié. Les gens qui veulent en savoir plus, ils s'y prennent comment? LinkedIn. Ouais. Ou j'ai mon site web de VP Coach, mais LinkedIn. Tu as ta propre compagnie, je pense. Oui, j'étais à mon compte. Ouais. C'est quoi le nom de la compagnie, excuse-moi? De VP Coach. OK. Ouais, je travaille. J'ai comme abandonné la grande entreprise, parce que je me concentre plus justement sur les startups quand il vient le temps de grandir, là, parce que c'est là qu'il faut mettre en place les bases d'une culture saine,
Parce que c'est facile quand tu es 5, là, mais quand tu rentres à 10, puis là, tu passes à 20, 30 ou de 10 à 150 en quelques années, là, OK. c'est là que ça chire un peu. C'est sur ton défi ces jours-ci? C'est ça que, c'est ça Ouais. que je travaille. Ouais. C'est les très grandes entreprises, c'est comme, tu sais, les possibilités de transformation sont limitées. Je compare souvent à ça à des paquebots sur l'asphalte. Avec pas de moteur. Fait que ça déchire, ça crie. Oui. C'est un défi, en effet. Il y a même certains, puis des fois j'ai tendance à m'inclure là-dedans, là, c'est que une culture à ce niveau-là, là, ça se change pas. Mais en même temps, j'entends des histoires de Microsoft. Ça a l'air Microsoft a fait un virage culturel massif de contrôle à la collaboration. J'ai jamais travaillé chez Microsoft. Puis on voit les faits quand même en termes de culture d'innovation là, dans les dernières années. Étant proche chez Microsoft, à la limite, étant juste un investisseur, tu vois que ça a changé. Là. Ah oui, quand non, même. ça a changé. Je sais que Gates, il regardait les licences des autos dans le stationnement, voir qui travaillait qui faisait du overtime. Là. Fait que j'ose croire qu'ils font plus ça aujourd'hui. Puis tu as dit quelque chose de très important, tu sais, parce que effectivement, ben ça c'est quelque chose que ça m'a pris longtemps d'accepter là, que la culture part d'en haut. C'est que en fait c'est que le haut limite le niveau de ta culture que tu vas pouvoir avoir. Ça c'est Laloux qui disait ça. Là, quand j'ai lu Laloux, j'étais comme Mais bon, mon expérience chez Heroku Salesforce m'a fait comme OK, non, c'est vrai. Là, fait que c'est pour ça que là, moi, je suis un coach, puis je coach les VP d'engineering, CTO des petites entreprises parce que là, c'est comme ça, ils sont. Il est encore temps d'ajuster leur culture oui. pendant qu'ils sont en train de scaler. Ah oui. Quand je coach des startups, on est entré en contact via une conversation sur des startups là, il y a longtemps. J'ai coaché une startup au printemps. Stéphane. c'est tellement rapide. Des fois, c'est trop rapide. Moi, j'ai été typecasté très grande entreprise très tôt. Mon premier mandat de coaching, c'était chez Orange. OK. C'est un petit peu gros, là, tu sais, qui est propriété de France Télécom, si je me trompe pas. Quand je coach des startups, puis que le président est là, puis je lance une idée. On pourrait faire ça. Puis le président dit, let's go it down. Wow, je suis pas prêt. faut passer au comité de concertation avant, non? Non, pas de comité. Non, le budget, check, vas-y, go. Tu veux de l'agilité, là? Let's go. Vas-y, mon bon petit. C'est bon? Merci, Francis. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée, tout le monde. Ciao.